Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre écrit non pas par un, mais par deux auteurs, et qui plus est, sont historiens. Je vous présente Les mythes de la Seconde Guerre mondiale sous la direction de Jean Lopez et Olivier Wiewiórka. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Les mythes de la Seconde Guerre mondiale est un livre de débunkage historique à propos de la Seconde Guerre mondiale. 2 tomes ont été publiés en 2015 et 2017, mais on ne va parler que du premier. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore lu le deuxième. Ce livre a été écrit par une vingtaine d'auteurs, historiens et militaires, qui ont chacun publié un chapitre. À la direction de l'écriture, on retrouve Jean Lopez et Olivier Wiewiórka. Jean Lopez est un journaliste et historien français né en 1952 et directeur de magazines historiques et scientifiques, comme Science et Vie ou Guerre et Histoire. Il est l'auteur de nombreux livres sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur le front germano-soviétique, comme Kursk, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht. Olivier Wiewiórka, quant à lui, est né en 1960 dans une famille de juifs polonais, dont les grands-parents sont morts déportés à Auschwitz. Diplômé de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, il est spécialisé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément de la résistance française. Il écrivit de nombreux livres sur le sujet, comme Les libérations de la France, en 1993, avec Jean-Pierre Azéma, ou bien Une histoire de la résistance en Europe occidentale en 2017. C'est une habitude des collaborations. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois qu'il écrit avec Jean Lopez, puisqu'ils ont déjà publié ensemble Les erreurs de la Seconde Guerre mondiale en 2020. Voilà pour les auteurs. Maintenant, parlons en détail du livre. Alors, le livre contient une vingtaine de chapitres, et je ne vais pas tous les traiter. Voici donc les mythes qui, selon moi, illustrent le mieux le propos principal de l'ouvrage. Mythe numéro 1. Les Britanniques étaient unanimement derrière Churchill pendant la guerre. Eh bien c'est faux. Ce mythe est né après la guerre, notamment car Churchill a effacé dans ses mémoires les dissensions et désaccords auxquels il a fait face. Également car les gouvernements en exil à Londres donnaient l'illusion d'une unité de lutte contre l'Allemagne, et parce que ceux ayant réclamé un armistice se sont tus après l'issue finale du conflit. Seulement, le Parlement britannique n'était pas du tout unanime sur la conduite à suivre. Beaucoup de politiciens voulaient signer la paix avec l'Allemagne. Déjà avant la guerre, Winston Churchill était le ministre britannique le plus impopulaire du pays, à cause de ses discours sur l'inévitable retour de la guerre en Europe. Lorsqu'elle éclate, les oppositions se calment un peu, mais reprennent lors de la bataille de France en 1940. C'est la débâcle, et les forces franco-britanniques reculent de partout. Les anciens premiers ministres britanniques, comme Neville Chamberlain et Lloyd George, souhaitaient discrètement faire tomber Churchill et faire la paix le plus rapidement possible avec l'Allemagne. En fait, les opposants à Churchill essayaient à chaque défaite de le pousser à démissionner ou à demander la paix. La presse aussi se déchaînait contre lui. Par exemple, après l'échec de Dakar en septembre 1940, le Daily Mirror déclare « Avec Dakar, nous avons touché le fin fond de l'imbécilité ». Et pour ce qui est de l'opinion publique, elle lui reprochait son accumulation des défaites et son implication personnelle dans les opérations sans écouter les experts. En réalité, si Churchill a pu garder le Royaume-Uni de la guerre, c'est parce que son parti était majoritaire à l'Assemblée. Si jamais il devenait minoritaire, il aurait été forcé de démissionner. Également, son éloquence et sa volonté de faire lui ont permis de tenir bon malgré tout. Il parvint même à faire rejeter une motion de censure tenue contre lui en juillet 1942. C'est finalement avec l'arrivée des premiers succès en Afrique du Nord, l'entrée en guerre des États-Unis et de l'URSS, et les débarquements qui ont suivi, qui ont permis à Churchill de faire taire les oppositions. Mythe numéro 2, l'économie de l'URSS était faible face à celle du Reich et n'aurait pu survivre sans l'aide américaine. Eh bien si, cette idée reçue vient des généraux allemands, qui lors de leur défaite, n'arrivaient pas à croire que l'URSS ait pu leur tenir tête et avoir une capacité de production aussi élevée. Elle fut également soutenue par les Américains pendant la guerre froide, où l'URSS était devenue leur nouvel ennemi. Pour commencer, il faut savoir que l'économie de l'Allemagne était assez moyenne. Avant la guerre, elle ne dépassait pas celle de la France ni de l'Angleterre. L'économie soviétique, quant à elle, était plus importante due à la taille du pays, mais l'industrialisation du pays, effectuée par Staline, causa beaucoup de morts et la démographie n'était pas assez croissante pour augmenter la production. En bref, en 1941, aucune des deux économies n'avait l'avantage, et aucun camp n'était supérieur à l'autre. Lors de l'invasion de l'URSS, cette dernière était privée d'une partie de ses ressources, et les Américains lui en fournirent beaucoup. L'armée russe aurait très bien pu vaincre l'Allemagne sans l'aide américaine. Pour commencer, la Russie a touché 24% de l'argent distribué par les États-Unis, soit 3 fois moins que l'Angleterre. Ensuite, 57% de cette aide est parvenue entre juillet 1943 et décembre 1944, soit après la victoire de Stalingrad.
Enfin, cette aide était surtout civile. Sur chaque dollar versé, à peine un quart était dédié au budget militaire. Donc sans aide américaine, la population soviétique aurait souffert davantage, mais l'armée aurait quand même vaincu. Mythe numéro 3... Bon, je me dois de vous prévenir. Le prochain mythe va faire mal à l'ego, car il concerne la France. Alors, préparez-vous bien. Mythe numéro 3. La France a contribué à la victoire des Alliés. Alors, je vous vois déjà venir. Et Bir Hakeim alors? Et Kufra? Et la campagne d'Italie? Déjà, calmez-vous. Ensuite, à aucun moment le livre ne dit que la France ne s'est pas battue durant la guerre. Ce qui veut dire, c'est que l'apport de la résistance, intérieure comme extérieure, n'était pas assez important pour que l'on puisse la considérer comme un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, je vais vous le démontrer en analysant l'impact de la résistance à l'intérieur de la France et à l'extérieur, qui combattit en Afrique et en Italie. Commençons par la résistance intérieure. Au départ, elle est ultra minoritaire. En 1942, on comptait environ 100 000 maquisards. À son apogée, à la veille du débarquement de Normandie, il y en avait 400 000, ce qui représente 1% de la population française. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Si l'on ajoute les forces de la France libre, soit environ 500 000 hommes, en 1944, cela fait donc un total de 2% de résistants. Un chiffre assez faible en comparaison avec les autres pays européens comme la Pologne ou la Yougoslavie. Mais en dehors des chiffres, quel impact ont eu les actions de la résistance intérieure? Eh bien, il fut assez négligeable. Les soulèvements des maquis ne mobilisèrent que de petits contingents allemands. Celui qui mobilisait le plus de soldats, le maquis du Vercors, retint seulement 10 000 hommes. Pendant la libération, l'immobilisation des troupes allemandes fut réelle via des sabotages, mais pas assez efficace. Pour finir, la plupart des renseignements dont avaient besoin les Alliés ont été obtenus via les services de renseignement britanniques, et non par la résistance. En bref, l'apport de la résistance intérieure fut assez minime. Même les territoires libérés par la résistance furent des zones sans grand intérêt stratégique. À présent, qu'en est-il de la résistance extérieure? Eh bien, malgré le fait qu'elle fut présente sur tous les fronts, y compris le front russe, son apport fut là aussi secondaire. Elle ne représentait que 3% des forces alliées et son financement dépendait entièrement de l'étranger. Elle remporta des victoires, comme à Kufra ou Bir Hakeim, mais ce n'étaient ni les seuls, ni les plus importants. La reconquête de la Syrie et du Liban vigiste est la plus notable, mais dans une idée de réconciliation entre Français, la propagande gaulliste a préféré mettre cet épisode sous le tapis et exagérer l'importance de Bir Hakeim dans la guerre du désert. Car si les Allemands l'ont perdu, c'est grâce à la bataille de El Alamein, qui est une victoire britannique. Pour le reste, le front d'Italie était un théâtre assez secondaire, et le débarquement de Provence également, puisque le plus gros des combats en Europe de l'Ouest eut lieu en Normandie. Et sa participation au débarquement du 6 juin fut plus symbolique que réellement actif, les effectifs ne comptant que 177 soldats. Pour résumer, l'apport de la France dans la lutte contre l'Allemagne nazie fut réel, non négligeable, mais trop secondaire pour qu'on puisse la qualifier de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à ce niveau-là, la Pologne ou la Tchécoslovaquie peuvent aussi être considérés comme des vainqueurs de la guerre, car ils ont combattu aux côtés des Britanniques. Voilà, je vous avais dit que ça ferait mal à l'ego. Alors, que faut-il retenir de cet ouvrage? Car à première vue, il s'agit d'un livre de debunk historique comme un autre. Mais ce qui est important, c'est l'idée générale de ce livre illustrée à travers ces 3 exemples. La propagande. Chaque chapitre du livre montre que ces idées reçues sont nées de la propagande de l'époque, qui exagère les victoires et minimise les défaites dans des buts politiques. Et ce que ce livre montre très bien, c'est qu'il ne faut pas croire sur parole ce que disent les acteurs du moment, et lire les sources en prenant du recul, car sinon, on tombe dans le piège de la propagande, et on écrit une histoire qui est biaisée et plus favorable à un camp. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce concept de debunk historique vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'en ferai d'autres. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.